La ville d'Hambourg voit le jour grâce à Charlemagne, devenant rapidement, de par sa situation, une étape commerciale. Alors que l'on pourrait s'attendre à une prospérité éternelle, ce ne sera pas le cas pour elle, ni pour l'Allemagne. Napoléon, d'abord, décidera de marcher sur la cité avec son état d'esprit colonial. Les Alliés, ensuite, la mettront à feu et à sang, autant 40 000 âmes pour la gagne. Malgré tout ceci, Hambourg résiste, jusqu'à cette affaire particulièrement brutale. En 1986, Kurt Klösser et sa femme Hilde, tous deux âgés de 61 ans, tiennent ensemble un magasin de fourrure dans la ville d'Hambourg, en Allemagne. Au cours du mois de mars, ils décident de s'offrir des vacances dans les îles espagnoles des Canaries. Le voyage est une véritable coupure avec leur quotidien et se déroule à merveille. Mais toute bonne chose a une fin, et les voici à présent de retour en Allemagne. Ce 12 mars 1986, Kurt est en pleine forme. Il garde le magasin toute la journée, puis rentre chez lui le soir retrouver Hilde. C'est en tout cas ce qu'il pense. Sa femme n'est pas présente, et pour cause, elle a pris la décision de mettre un terme à leur relation. Kurt est abasourdi, d'autant plus que cette nouvelle déchirante, l'homme l'apprend à travers une note laissée ainsi sur la table à manger, indiquant « Je suis fatigué de travailler, je ne veux plus travailler, je veux vivre ma vie, c'est devenu clair pour moi pendant que nous étions loin. » Le pauvre Kurt voit toute une vie s'effondrer en quelques instants sans comprendre les raisons. Effectivement, il venait de partager avec Hilde des vacances agréables qui ne laissaient pas présager une telle secousse. Qui plus est, après 32 longues années de mariage. La personnalité de sa femme, ainsi que ses agissements ces derniers temps, ne laissaient pas transparaître un quelconque malaise au sein du couple, au point d'envisager la rupture. Kurt ne peut pas le croire. Pourtant, il doit s'y résoudre. Les mots sur la note sont clairs. Hilde est malheureuse, elle souhaite du changement dans sa vie et le quitte. Une semaine plus tard, tandis qu'il n'y a absolument aucune nouvelle de Hilde, contre toute attente, Kurt reçoit une lettre de sa femme. Celle-ci insiste sur un point, le fait de ne pas partir à sa recherche. Elle lui répète qu'elle ne veut plus jamais le revoir et lui suggère d'avancer dans sa propre vie. Voici ce que dit cette lettre. « Cher Kurti, pendant des années, je t'ai supplié d'abandonner la boutique ou de la vendre, mais tu cherches toujours de nouvelles excuses pour être avec tes fourrures. Cela m'est apparu clairement lorsque nous étions en vacances. Seulement, 14 jours de beau temps ne me suffisent pas. Je ne peux pas et ne veux pas travailler plus longtemps. Je te donne une dernière chance de te comporter comme un homme. Ne cours pas à la police, car ils ne sauront pas non plus où je suis. Je ne suis pas une personne disparue. Si tu racontes ma disparition à tout le monde, tu ne me reverras plus jamais. S'il te plaît, reste calme et réfléchis. Si tu arrives à tenir le coup, peut-être qu'un jour je pourrai rentrer chez nous avec mes affaires. » Ces mots ne font que plonger plus profondément Kurt dans ses tourments. Il se questionne aussi sur l'attitude de sa femme, se demande si elle ne serait pas en proie à une dépression. Comment est-ce qu'une quinzaine de jours de vacances ont-ils pu chambouler autant son esprit, alors même que ces moments de repos dans l'année n'étaient pas exceptionnels pour ce couple? Bien qu'il soit indéniable que la lettre fut rédigée par Hilde, son écriture étant aisément reconnaissable, les circonstances autour de son départ ne lui correspondent pas. Une lettre est également envoyée à sa sœur, l'implorant de rester calme et de ne jamais partir à sa recherche non plus. Là encore, il n'y a aucun doute, c'est bel et bien l'écriture de Hilde. Hormis la nature du message, tout concorde avec elle. Un autre point surprend Kurt et prouve la détermination de sa femme de le quitter. Celle-ci a arraché un meuble entier de la salle de bain, derrière lequel était dissimulé de l'argent en espèces économisé par le couple dont elle s'est emparée. Évidemment, seules 2 personnes avaient connaissance de cette cachette, Kurt et sa femme Hilde.
2 mois s'écoulent. Sans surprise, Kurt, désespéré, n'obtient aucun signe de vie de sa femme qui semble l'avoir abandonné définitivement. Le mois de mai 1986 lui réserve une surprise. Il reçoit une carte postale en provenance de l'île espagnole de Tenerife disant « Je vais bien, ne t'inquiète pas pour moi, je peux enfin rire à nouveau. Salutations, Hilde ». Malgré l'évidence de la situation, Kurt refuse de croire que sa femme a agi de son plein gré. Il se lance dans une recherche frénétique partout à Hambourg et se rend même à Tenerife dans l'espoir de la retrouver, sans succès. Le 8 septembre, 6 mois après la découverte du mot sur la table à manger, il signale finalement la disparition à la police en apportant avec lui tous les éléments qu'il possède. Puisque l'homme considère que cet éloignement soudain n'est pas du seul fait de Hilde, il prend le risque de ne pas respecter les consignes indiquées dans la lettre. Au regard des pièces présentées par Kurt, la police conclut que l'homme supporte difficilement sa brusque rupture avec sa femme et que celle-ci a simplement mis les voiles de manière brutale. L'affaire est triste, mais il n'y a manifestement aucune trace d'une contrainte extérieure ou même de la présence d'une autre personne dans cette histoire. Hilde a tout à fait le droit de quitter son mari, même après 32 ans de mariage, tout en décidant de ne plus jamais lui donner de nouvelles. Le temps passant, c'est le cœur brisé, dans une solitude morne que l'homme tente de garder la tête hors de l'eau. Il abandonne son magasin de fourrure qui draine le peu d'énergie lui restant. Épuisé, les problèmes de santé se manifestent, notamment au niveau du cœur, conduisant Kurt à l'hôpital. Mais dans son malheur, l'homme fera une belle rencontre, celle de Christa, une employée de l'administration hospitalière âgée de 53 ans. Rapidement, une amitié s'installe entre Kurt et Christa, mais avec le temps, leur relation amicale se mue en une romance. En 1991, cette relation est à présent solide. Cependant, Kurt et Christa ne vivent pas sous le même toit, le fils adulte de la femme partageant encore son domicile. En fin d'année, le matin du 6 septembre 1991, alors que Christa est attendue sur son lieu de travail, elle ne s'y présente pas. Elle se sent mal et vient de prévenir son service. Pourtant, la réelle raison de son absence est rapidement découverte. Son fils, ayant reçu l'appel d'une avocate parlant au nom du ravisseur de sa mère, exigeant une rançon de 300 000 Deutschmark, la monnaie allemande de l'époque avant l'euro, représentant approximativement 150 000 euros. Kurt aussi reçoit un appel de l'avocate, ordonnant les mêmes instructions quant à la rançon. La voix, à l'autre bout du fil, ressemble à celle d'une femme, peut-être fumeuse, dont le ton rauque rappelle quelqu'un à Kurt, sans qu'il ne puisse mettre un nom sur cette voix qui reste mystérieuse. Suite à ce premier contact, Kurt, paniqué, signale à la police l'enlèvement de Christa ainsi que la demande de rançon qui l'accompagne. Dès lors, les autorités mettent sur écoute le téléphone de l'homme, dans l'espoir de recueillir des indices pouvant conduire à la localisation de Christa. Au gré des conversations qui se multiplient, l'avocate dévoile une habitude, celle de répéter 2 fois de suite le terme « OK » de façon régulière, ce qui convainc de plus en plus Kurt qu'il connaît la personne qui l'appelle. Naturellement, le stress élevé de la situation a réveillé les démons de Kurt. 5 ans auparavant, sa femme Hilde a disparu. Et la prétendue avocate intermédiaire, étrangement, le sait. Elle attise le feu du cœur brûlant de Kurt en affirmant qu'elle représente également Hilde et qu'elle est prête à finaliser leur divorce. Qui est cette personne et comment connaît-elle Hilde ? Kurt est abasourdi par ces événements tout droit sortis d'un cauchemar au sein duquel il semble bloqué depuis des années. Le 13 septembre 1991, alors que Kurt et le fils de Christa se démènent pour réunir les fonds nécessaires au paiement de la rançon, Kurt reçoit un appel téléphonique inattendu de la police. Le ravisseur de Christa a annulé son plan et l'a libérée. Elle est en sécurité au poste de police de Langenhorn, au nord de la ville de Hambourg. Christa n'a pas de blessure majeure et assure aux enquêteurs que son ravisseur ne l'a pas agressée sexuellement. Il ne l'a pas frappée non plus. Mais elle n'en est pas moins sous le choc et elle s'apprête à raconter ce qu'elle a vécu.
Le vendredi 6 septembre, en matinée, Krista se prépare pour aller travailler, sort de chez elle et se dirige vers sa voiture. Une fois à l'intérieur, avant qu'elle ne puisse enclencher le moteur, sa portière s'ouvre. Elle sent le canon d'une arme qui s'enfonce dans ses côtes. Un homme se tient là. Il ordonne à Krista de se décaler sur le siège passager du véhicule, ce qu'elle fait. La femme est tétanisée, mais elle n'a pas l'occasion de comprendre ce qui lui arrive. La voici les yeux bandés. L'individu se place derrière le volant, allume le moteur et traverse la ville. La femme ignore où il peut bien l'emmener. Les minutes défilent, mais la voiture continue de rouler, jusqu'au moment où elle se stoppe. Krista, aveugle, s'efforce d'écouter attentivement l'environnement qui l'entoure, dans une tentative désespérée de savoir où elle a été conduite. La femme suppose qu'elle se trouve au domicile de son ravisseur, l'ambiance sonore faisant penser à un quartier résidentiel. Or, s'il l'avait emmenée dans un hangar ou une zone industrielle, les bruits alentours et peut-être même l'odeur auraient été différents. Cependant, elle n'aura que quelques secondes pour se faire une idée. Elle est vite sortie de la voiture par l'homme qui, de force, l'a fait entrer dans un bâtiment, en lui faisant descendre des escaliers comme s'il l'emmenait dans une cave. En tout cas, c'est le ressenti de Krista. Lorsqu'elle recouvre la vue, la voici dans une pièce formant un cube étroit sans fenêtre, rendant l'atmosphère particulièrement anxiogène. Seule une ampoule jaune pend au plafond comme source de lumière. Elle est laissée seule dans cet endroit lugubre, menottée à un lit métallique. Mais juste avant de la laisser, son ravisseur lui indique qu'elle serait libérée à la condition d'obéir à toutes ses requêtes. La première étant d'informer son employeur de son absence pour maladie à l'aide d'un téléphone qu'il lui a apporté spécifiquement entre-temps. Elle est forcée, ensuite, de rédiger de nombreuses lettres dont les destinataires sont son fils et son petit ami Kurt. Une fois le ravisseur satisfait, elle reste seule toute la nuit dans cette pièce oppressante avec ses larges murs de béton. Le lendemain matin, l'homme lui apporte du pain et du café. Il lui dit « Je suis un bon ravisseur. Je vais t'aider à sortir d'ici. Je suis un bon ravisseur. Crois-moi. » L'homme est bavard et lui annonce que la mafia sud-américaine, mêlée au trafic d'organes, est derrière son enlèvement sans apporter plus de précision. Il insiste sur le fait qu'il n'est pas un mauvais gars. Il est simplement leur homme en Allemagne. Cette explication n'est pas de bon augure si elle s'avère être vraie. Malgré ces paroles, Krista comprend bien qu'elle a affaire à quelqu'un d'instable et lunatique. Un instant, il pourra parler de banalité en étant courtois, puis basculer dans un comportement sombre et menaçant en un éclair, sans qu'il n'y ait de raison derrière ce changement. La terreur s'installera définitivement chez Krista lorsque son ravisseur lui montre des photos de sa précédente victime, une femme menottée qui a manifestement été torturée. Il est évident qu'elle avait subi de graves sévices. Elle était nue, pendue à un crochet, les jambes écartées. L'homme menace de faire subir le même sort à Krista si elle ne suit pas ses instructions à la lettre ou si aucune rançon n'est versée. Tandis que Krista est horrifiée par ce que pourrait lui faire ce fou, sa vie bascule dans les instants suivants. Le plan de son ravisseur tombe à l'eau lorsque d'autres personnes entrent dans la maison, une femme et une fille. L'homme a donc une famille. Aussitôt, pris de panique, il brise l'ampoule de la pièce, la plongeant dans le noir, criant à sa femme de ne pas descendre. Il fait sombre et c'est trop dangereux. À l'évidence, l'individu ne s'attendait pas à ce qu'une présence vienne le perturber. Pour Krista, c'est la fin. Selon elle, il est désormais évident qu'elle va perdre la vie dans les prochaines heures, voire minutes. Cependant, l'homme croit fortement en l'astrologie. Il est véritablement féru de la matière et depuis qu'elle est captive, la femme remarque qu'il ne réalise aucune action sans consulter son horoscope. Il le fait donc. Les astres ne lui prédisent rien de bon et il décide, contre toute attente, de libérer sa victime pour ne pas s'enliser encore un peu plus dans une situation qu'il apparaît ne plus contrôler. Tard, dans la nuit du 13 septembre 1991, il libère Krista quelque part à Hambourg, qui court immédiatement au poste de police le plus proche, où elle arrive peu avant minuit. La femme est traumatisée.
Simplement, les enquêteurs trouvent son comportement suspect. Ils envisagent la possibilité que Krista leur serve une mise en scène dont l'objectif est d'extorquer de l'argent à Kurt, déjà fragile de la première expérience avec sa femme. En revanche, ce sont de simples soupçons, la police n'ayant rien pour étayer cette hypothèse. Un autre point écartera totalement cette piste de la potentielle extorsion, puisque Kurt, lorsqu'il apprend que Krista était détenue dans ce qu'elle décrit comme un bunker, a une étincelle qui surgit. Il connaît un homme qui a construit un abri anti-atomique sur sa propriété quelques années auparavant. Et cette personne se nomme Lutz Reinstrom. Ce dernier avait réalisé un stage chez Kurt en 1972, apprenant le métier de préparateur de fourrure. Pendant son examen de maître fourreur, Kurt avait surpris le jeune Reinstrom en train de tricher, essayant de faire passer une fourrure terminée pour son propre travail. La sanction fut l'interdiction pour Reinstrom de terminer son stage et donc un échec à la certification de maître fourreur. Certes, cela lui a causé un désagrément. Seulement, est-ce là un motif suffisant pour prendre en otage la petite amie de Kurt 20 ans plus tard ? C'est ce que les enquêteurs vont tenter de découvrir. Chanceux, ils trouvent l'adresse de Reinstrom dans l'annuaire téléphonique. Ils obtiennent aussi les informations sur sa situation familiale et comprennent qu'il est un homme marié et père d'une fille de 12 ans. Les enquêteurs se penchent alors sur la localisation des appels reçus par Kurt lorsque la rançon de 300 000 Deutschmark lui a été réclamée. Ceux-ci proviennent d'une cabine téléphonique située non loin de la résidence de Reinstrom. Le 17 septembre 1991, Lutz Reinstrom est interpellé. Lorsqu'il prononce ses premiers mots aux agents, ceux-ci entendent la voix féminine du suspect et font le recoupement avec ce qu'avait annoncé Kurt lors des échanges téléphoniques. Celui-ci pensant avoir affaire à une femme lors des négociations pour la rançon. La police, convaincue de tenir le ravisseur de Krista, monte son dossier contre Reinstrom et fouille dans son passé. Lutz Reinstrom est né dans l'Allemagne d'après-guerre, le 29 mars 1948 à Sassnitz, sur l'île de Rügen, dans le nord-est du pays. Il est le fils du second mariage de sa mère, qui avait déjà eu une fille et un garçon lors de sa première union. Ses parents divorcent lorsqu'il a 5 ans, et l'année suivante, il déménage à Hambourg avec sa mère et sa sœur. Son frère aîné a choisi de rester avec le père. La mère était très disciplinée et Lutz faisait toujours ce qu'il pouvait pour lui faire plaisir. Adepte de l'astrologie, sa mère disait souvent à son fils ce qui avait été prédit pour son avenir. C'était une femme déterminée qui voulait créer une nouvelle vie pour elle et ses enfants. En 1956, une belle opportunité se présente, celle d'ouvrir son propre magasin de manteaux de fourrure. En 1963, Reinstrom stoppe son parcours scolaire avant d'entrer au lycée et suit une formation de maître fourreur afin de pouvoir reprendre un jour l'entreprise familiale lancée par sa mère. Jusqu'à l'incident entre lui et Kurt Klösser, qui ne l'empêchera pas, pourtant, de travailler finalement dans le magasin de sa mère plusieurs années. En 1975, Reinstrom épouse sa femme actuelle, dont l'union donnera naissance à leur fille en 1980. Cependant, la vie n'est pas toute rose pour le couple. La mère de Lutz est très impliquée dans son mariage et s'interpose régulièrement entre lui et sa femme, provoquant des frictions récurrentes. Leur mariage, pour cette raison, se brise, mais pour le bien de leur enfant, les parents décident de cohabiter, bien que les sentiments soient à présent inexistants. En 1983, Reinstrom rénove sa maison. Il lui vient alors une idée, celle de construire un abri anti-atomique dans le cas où la guerre froide, contexte de l'époque, devait dégénérer. Il passera un long moment sur cette œuvre qui le rendra particulièrement fier au point d'inviter des gens à le visiter. Rien chez Reinstrom ne laisse présager des activités sinistres qui se déroulent dans son abri. Les murs en béton sont épais de 80 cm et une porte insonorisée le sépare du reste de la maison. La vérité derrière la construction de ce bunker n'est pas la protection contre une attaque atomique,
mais la volonté de réaliser les fantasmes sadomasochistes extrêmes de Reinstrom. Pourtant, en dehors de l'abri, il est le sympathique père de famille du quartier, mais ses sombres idées perverses ont pris le dessus sur lui. Grâce au témoignage de Christa, la police inculpe Lutz Reinstrom pour enlèvement et extorsion. Durant son audience au tribunal, il est interrogé sur les photos montrées à Christa dans l'abri. Reinstrom affirme que ces clichés ont été réalisés avec une partenaire sexuelle et tous deux ne faisaient que s'amuser. Il ne donnera toutefois jamais l'identité de la femme se trouvant sur les photos, malgré l'insistance des enquêteurs et du juge. En 1992, Lutz Reinstrom est condamné à une peine d'emprisonnement de 3 années pour l'enlèvement et la séquestration de Christa, ainsi que la tentative d'extorsion auprès de Kurt. Seulement, le dénouement autour de cet étrange personnage semble encore bien lointain. Peu après le procès, une femme âgée approche les détectives en charge de l'affaire. Elle a lu la nouvelle de sa condamnation dans un journal en 1992 et raconte comment sa fille, Annegret Bauer, âgée de 31 ans, a disparu 4 ans auparavant alors qu'elle connaissait aussi Lutz Reinstrom. La mère voit des similitudes avec le cas de Christa, en particulier les lettres étranges que sa fille a rédigées. Dans cette affaire également, seule l'écriture de sa fille était authentique. Les mots ne semblaient pas provenir d'elle. Le dossier d'Annegret est à nouveau ouvert. Elle serait partie de son plein gré en octobre 1988. L'inspectrice Marianne Atzerodt-Freyer promet à la mère d'Annegret de rétablir la vérité sur la disparition de sa fille. Lorsque l'enquêtrice approfondit ses recherches, elle découvre non seulement qu'il y a des similitudes entre les cas de Christa et Annegret, mais qu'un troisième cas vient se greffer à cette histoire, celui de Hilde Klösser, la femme de Kurt. Elle aussi, souvenez-vous, est partie subitement du jour au lendemain, de retour de vacances, en laissant derrière elle un simple mot sur la table de la salle à manger. Puis, 2 ans et demi après que Hilde a quitté Kurt, le 6 octobre 1988, la femme de ménage d'Annegret trouve à son tour un curieux mot dans son appartement et prévient sa mère. Le mot disait « Peu importe ce que tu fais, je déménage. Je te souhaite bonne chance. » Là encore, Annegret n'avait aucune raison de délaisser une situation personnelle agréable. Elle avait un petit ami, Thomas, et ils avaient acheté une maison ensemble peu de temps auparavant. Pourquoi serait-elle partie de façon aussi précipitée ? Qui plus est, la jeune femme aurait pris le temps d'emmener des vêtements tout en délaissant ses sous-vêtements. Une chose étrange qui n'a pas de sens pour l'enquêtrice. Une semaine plus tard, sa mère reçoit une lettre manuscrite d'Annegret, affirmant qu'elle a trouvé une autre personne pour partager sa vie. Son nouveau fiancé, vivant apparemment en Suisse et possédant une maison dans le pays helvète. Évidemment, la jeune femme aurait aussi vidé son compte bancaire de 16 000 Deutschmark et retiré 6 000 supplémentaires sur un compte commun qu'elle détenait avec Thomas. Aussi surprenant que cela puisse paraître, ce comportement rend Thomas furieux, qui ne souhaite la retrouver que pour récupérer son argent. Il a signalé le vol à la police, qui ne lèvera pas le petit doigt, Annegret ayant le droit légal de retirer l'argent du compte commun, n'en déplaise aux compagnons vexés. Lorsque la mère a demandé à Thomas de l'aider afin de retrouver sa fille, il n'était pas intéressé. Annegret n'a pas eu la décence de rompre avec lui en personne et elle s'en est allée avec leurs économies. Il n'a jamais voulu la revoir. La mère n'abandonne pas et se lance seule dans ce mystère, puis se souvient que sa fille était amie avec un certain Lutz Reinstrom qu'elle avait rencontré dans un club de natation par l'intermédiaire de son ex-mari. Il a même été témoin à leur mariage. Elle rend donc visite à cette personne afin d'obtenir de potentielles informations. Il se montre ouvert et amical, mais assure ne pas avoir vu Annegret depuis longtemps et souhaite à sa mère bonne chance dans cette épreuve. Mais en 1992, la probabilité que Reinstrom ait enlevé Hilde et Annegret est à présent très élevée. Faut-il encore le prouver ? Les enquêteurs prennent du recul et analysent les 3 affaires ensemble qui comportent des points communs.
Notamment les disparitions de Hilde et Annegret qui ont toutes deux laissé derrière elles des tâches inachevées. Hilde avait acheté des fleurs pour sa voisine afin de la remercier de s'être occupée de leur maison pendant leur séjour en Espagne à Fuerteventura, mais elle ne les a jamais déposées. Annegret, quant à elle, avait appelé son médecin pour obtenir une ordonnance, mais ne l'a jamais récupérée. Ensuite, les enquêteurs se penchent sur les lettres que les femmes ont rédigées à leurs proches. Comprenant que ces lignes avaient très probablement été écrites sous la contrainte, ils les observent d'un œil nouveau. Et chaque lettre suit une trame similaire. Tout d'abord, elles sont dénuées de la moindre empathie à l'égard des proches. Seules des explications, des justifications et des requêtes apparaissent. Hilde et Annegret ont déclaré avoir rencontré un amant et partir vivre à l'étranger. Hilde allant même jusqu'à préciser qu'elle ne souhaite pas être classée comme personne disparue. Annegret a fait la même demande à sa mère. Toutes deux commettent des erreurs de ponctuation similaires dans leurs lettres et, bien que cela soit leur écriture, un expert en graphologie le confirmant, les deux femmes ne s'expriment pas ainsi. Dans une carte de Noël qu'Annegret a dû écrire à son frère, les experts découvrent un message caché. Certaines lettres étant légèrement plus appuyées que les autres, et lorsqu'elles sont assemblées, donnent le terme Lutzehilfe. Lutz se rapportant à Lutz Reinstrom, évidemment, et le mot Hilfe signifiant aide en allemand. À travers sa lettre, Annegret a donc tenté d'alerter sur sa situation et de dénoncer son ravisseur. Le 15 septembre 1992, avec un mandat de perquisition en poche, une équipe de police, accompagnée d'agents de la section scientifique, se rendent au domicile de Lutz Reinstrom. Presque sans surprise, ils y découvrent des objets appartenant à Hilde ainsi qu'Annegret et confrontent directement Reinstrom. Il admet donc qu'Annegret avait passé du temps avec lui dans le cadre de jeux de rôle sadomasochistes, sexuels et consentis. S'agissant de Hilde, il déclare simplement être innocent et ne pas être mêlé à sa disparition. Mais les taux se resserrent. Les enquêteurs expliquent qu'ils ont connaissance de l'abri anti-atomique et qu'ils y ont trouvé des objets en provenance du domicile d'Annegret là-bas également. Soudainement, le malaise s'installe chez Reinstrom, indiquant aux policiers qu'il creuse dans la bonne direction. L'homme raconte alors la même histoire sur la mafia sud-américaine et le trafic d'organes que celle qu'il avait détaillée à Christa. Selon lui, il n'a agi que sur les ordres d'une organisation criminelle plus importante. La police n'en croit pas un mot, et les agents lui disent également qu'ils savent pertinemment qu'Annegret ne l'a pas rencontré pour avoir des relations sexuelles. En parallèle, les fouilles dans sa vie passée continuent. Les éléments abjects ne cessent d'affluer. Les officiers découvrent que Reinstrom arnaquait de nombreuses femmes en leur faisant miroiter un avenir radieux en Amérique du Sud avant de leur voler toutes leurs économies. Et surtout, une quatrième victime apparaît. Un homme nommé Hans, cette fois-ci, le voisin de Reinstrom à l'époque. Ce dernier parlait bien l'anglais. Il s'est rendu chez lui pour l'aider à faire une traduction. Une fois à l'intérieur de la maison, Reinstrom lui présente son abri. Hans, à peine a-t-il franchi la porte du bunker, qu'il est assommé et menotté à un tuyau. Reinstrom fait enregistrer à son voisin un message vocal demandant à sa femme de payer 160 000 Deutschmark pour sa libération. Hans indique que la somme est astronomique, sa femme ne sera pas capable de réunir les fonds. De plus, elle a des problèmes cardiaques et Hans craint qu'elle ne survive pas au stress engendré par cette situation. Reinstrom fait donc ce qu'il a l'habitude de faire lorsqu'un dilemme se pose à lui. Il se rend chez son astrologue et à son retour, l'impensable se produit. Il s'excuse auprès de Hans et le laisse partir. La victime n'a jamais signalé l'incident car il était trop heureux d'être libre et craignait par ailleurs des représailles. Si seulement il savait la chance qu'il a eue de s'en sortir. La police fouille à nouveau le bunker de Reinstrom et découvre des cassettes dans un casier dissimulé dans le mur. Le contenu est troublant. Une voix féminine, frêle, vraisemblablement celle d'Annegret, raconte son calvaire. « J'ai été brutalement frappé. Je suis terrifié, mais il ne semble pas s'en soucier. Je supplie, j'implore et je prie, mais je ne peux pas m'échapper. Je suis sa captive, complètement à sa merci.
De longs silences s'intercalent entre ces déclarations impuissantes. À chaque fois, sa voix semble plus douce et plus faible. Elle parle de sa torture, comment il l'a frappé avec une ceinture, puis les derniers mots. « J'ai peur de ce qu'il va encore faire. » Cet audio est très troublant. Il est clair que la victime était forcée de parler, puisque certaines phrases n'avaient aucun sens. Elle remerciait son bourreau de lui avoir fait découvrir un tout nouveau monde de luxure. La police considère que ce sont là les trophées de Reinstrom qui a dû faire ces enregistrements afin de les écouter plus tard et revivre la douleur qu'il a infligée à sa victime sans défense. À cet instant, les enquêteurs sont persuadés que Reinstrom a tué Hilde et Annegret. Et qu'a-t-il fait des corps ? Les chiens policiers envoyés sur les lieux n'ont trouvé aucun signe de reste humain. Et sans corps, comment inculper Reinstrom pour des meurtres ? La police va donc ruser et s'intéresser à la voiture d'Annegret qui a été volée parmi ses autres affaires. Il s'agit d'une Volkswagen de modèle Golf et de couleur blanche. Les enquêteurs finissent par mettre la main dessus en remontant la chaîne des différents propriétaires avant de parler enfin à la personne déclarant avoir acheté le véhicule à un propriétaire d'un magasin de fourrure à Hambourg dont le nom est Lutz Reinstrom. Il est formellement identifié par l'acheteur sur une planche photo de la police. Le 21 septembre 1992, Reinstrom est inculpé du meurtre d'Annegret Bauer. C'est la première fois dans l'histoire de la ville d'Hambourg qu'un suspect est inculpé avant que la police n'ait trouvé le corps de la victime. Une autre perquisition, organisée le 21 novembre 1992, permet de découvrir 5 bidons d'acide chlorhydrique. Mais ce n'est que le 1er décembre 1992, en fouillant le jardin, que les équipes découvrent un baril scellé. À l'intérieur se trouvent des restes humains identifiés comme étant ceux d'Annegret. Confronté aux preuves et sans issue possible, Lutz Reinstrom admet être le meurtrier d'Annegret et Hilde. Les restes de cette dernière sont retrouvés 3 jours plus tard, le 4 décembre, dans un baril rempli d'acide lui aussi, enterré dans l'arrière-cour de la propriété de son bourreau à Hambourg. Lorsque la police interroge Reinstrom sur les circonstances des meurtres, il remet sur la table l'histoire de la mafia sud-américaine. Il affirme qu'il tue des femmes sur leurs ordres. Il aurait emmené Hilde dans son bunker, elle serait tombée dans les escaliers, se brisant la nuque par accident. Pris de panique, il aurait démembré son corps, placé les membres dans un tonneau avant de le recouvrir d'acide, de le sceller et de l'enterrer dans son jardin. Quant à Annegret, il maintient qu'elle lui aurait rendu visite pour des relations sexuelles consenties. Sa mort serait également le fait d'un accident à la suite d'un jeu sexuel là encore. Il s'est débarrassé de son corps de la même manière que celui de Hilde. La police demande donc à Reinstrom si elles étaient mortes accidentellement. Comment aurait-elle pu rédiger les lettres ? L'homme ne saura pas l'expliquer. Le procès de Lutz Reinstrom débute à Hambourg en janvier 1995. L'affaire du tueur à l'acide fait sensation et le procès est une véritable frénésie médiatique. Reinstrom est accusé des meurtres de Hildegard Klösser ainsi que d'Annegret Bauer et il plaide non coupable. Sur le conseil de ses avocats, il ne se présente pas à la barre pour sa propre défense et choisit de garder le silence. Au fil du procès, la vérité est dévoilée. Reinstrom est un prédateur calculateur qui a construit un abri dans le but de commettre ses actes odieux. 3 ans après son achèvement, il enlève Hilde Klösser chez elle et la retient captive. Il la force à écrire à son mari pour lui dire qu'elle voulait rompre tout contact, puis la séquestre 1 semaine durant avant de la tuer et de la démembrer. Reinstrom enlève ensuite Annegret 2 ans plus tard et la garde prisonnière dans son donjon. Il la torture, abuse sexuellement d'elle, prend des photos et enregistre ses séances avec elle. Le calvaire d'Annegret dure 1 mois complet avant qu'il ne mette fin à sa vie, la démembre et place ses restes dans un tonneau rempli d'acide. Le 22 mai 1996, Lutz Reinstrom est reconnu coupable des 2 chefs d'accusation de meurtre, tentative de vol, privation de liberté et extorsion. Il est condamné à une peine d'emprisonnement à vie suivie d'une détention préventive.
Autrement dit, une fois sa période de sûreté purgée, il sera maintenu dans le système carcéral jusqu'à ce qu'il ne soit plus considéré comme un danger pour la société. En Allemagne, ces cas sont généralement réexaminés tous les 2 ans. Il n'a jamais manifesté de remords et continue de prétendre que la mort de Hilde est un accident, celle d'Annegret une rencontre amoureuse qui a mal tourné. De nombreux cas de personnes disparues de la région ont été réanalysés afin de déterminer si Reinstrom était responsable d'autres meurtres. Cependant, il n'a pas pu être relié de manière concluante à ces affaires. Bien que le doute subsiste fortement dans au moins 5 autres cas, nous ne saurons jamais exactement le nombre de victimes qu'aura causé Lutz Reinstrom. Quoi qu'il en soit, heureusement que l'enquêtrice Marianne Atzerodt-Freyer a poussé plus loin les investigations sur ce monstre. Autrement, à la fin de sa peine de 3 ans, il aurait pu à nouveau être relâché en pleine nature. Si vous avez apprécié suivre cette histoire avec moi, n'hésitez pas à vous abonner en activant la cloche et à me suivre sur mes réseaux sociaux présents en description. Je vous remercie de m'avoir regardé et je vous dis à très bientôt. Bye.